Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Mémoire du passé. Aujourd'hui, en compagnie de l'historien Michel Allard, nous allons voir que Morin Heights, la seule municipalité de la MRC des Pays d'en Haut à avoir été fondée par des anglophones, s'est développée entre autres grâce à l'arrivée du train, à la popularité du ski de fond et du ski alpin et aux studios d'enregistrement. Comment se fait-il qu'au sein de la MRC des Pays d'en Haut, Michel, il y a une seule municipalité où l'on compte en majorité une communauté anglophone? Bien, il faut monter un peu dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 30, 40, il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus s'installer ici. Il y a des Écossais aussi qui sont venus s'installer dans la région. Vous savez qu'en Irlande, il y a une grande maladie, la pomme de terre, etc. Les gens mouraient de faim. Alors, il y en a beaucoup qui sont installés à Montréal, mais il y en a qui sont allés dans le coin ici, sur le territoire de ce qui est aujourd'hui Morin Heights. Mais en 1855, ça c'est vers les années 50, vers 1855, on a créé la municipalité de la partie sud du canton de Morin. Okay. Et là, il y avait 4 hameaux qui avaient une majorité anglophone. Il y avait Léopold, il y avait Brittonville et il y avait Christyville et où nous sommes aujourd'hui, ça s'appelait Morin Flats. Pourquoi Flats? Parce que c'était plat. Donc, ici, il y a des colons qui sont installés. La première famille, dit-on, ce sont les Seals. Et aux recensions de 1851, il était 21. Mais il y a eu d'autres familles, il y a eu les Sinclair, il y a eu les Watchorn, etc. Et il y a même eu certaines familles écossaises qui sont venues s'installer ici. Donc, ils sont installés, et qu'est-ce qu'ils ont fait au début? Bien, on faisait de la culture. On faisait de la culture. Vous savez, il y a des arbres autour, mais à l'époque, on les a tout coupés. On faisait de la culture, et aussi, on a non seulement fait de la couture, on a installé un moulin sur la rivière Simon, qui est juste à côté, et en même temps, après ça, vous avez eu une école, vous avez l'église, et donc on a commencé à avoir plus qu'un mot, une constitution de village. Ici où on est en ce moment, c'est la ferme Campbell, voilà. L'une des premières maisons, l'une des premières fermes qu'il y a eu ici au village de Morin Heights. C'était une immense ferme, oui. La ferme Campbell, c'était une immense ferme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a en arrière de nous autres, c'est la maison originale. Exact. C'est rare, hein? C'est très rare. Ça, c'est des choses qu'on n'en trouve presque plus. Vous savez, au début, les premiers colons, c'était des maisons de boiron, qu'on appelle des maisons de boiron. Mais après ça, on est passé à une autre étape. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire, c'est du bois équarri à la hache. Et on montait la maison comme ça. C'est ça qu'on appelle du pièce sur pièce? Exactement. C'est la maison pièce sur pièce. Or, ici, donc, on a réussi à conserver. Et d'après l'historien de Morin Heights, c'est sans doute une des plus belles preuves, c'est-à-dire un des plus beaux témoins que nous avons des maisons à cette époque-là. C'est un riche patrimoine. C'est un très riche patrimoine. Et ça nous permet d'un peu d'imaginer comment pouvaient être les maisons à l'époque. Qu'est-ce qu'on y faisait ici? Ici, on faisait surtout de la culture. On faisait de la culture, probablement des pommes de terre, c'est certain, probablement du blé. Et on faisait aussi de l'élevage. On faisait de l'élevage et on avait différents chevaux, etc. Il y avait aussi des vaches. Il y avait oui, quelques vaches. Ben oui, il fallait bien se nourrir aussi. Bon, donc, mais ici, pendant plusieurs années, ça a été très bien. Ça allait très bien. Ça allait. Mais quand le train est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est qu'il y a commencé à avoir des touristes qui sont venus. Et eux, ils fournissaient les touristes
en nourriture. Il allait les porter aux touristes qui ont construit quelques chalets. Puis mieux que ça, c'est devenu à un moment donné, elle-même, c'était une maison de pension, des maisons de ferme qu'on appelait. Les gens venaient passer une semaine. Et non seulement ils mangeaient, ils se nourrissaient ici, mais ils pouvaient aussi participer aux travaux de la ferme. Ça revient ça, actuellement à l'honneur. Ouais. Bon, or, cette ferme-là, ça a été pendant plusieurs années, c'était sa vocation, recevoir des gens, etc. Et la pension pour les visiteurs, c'est la maison qui se situe juste derrière nous, là, le bâtiment juste Ben oui, derrière ben nous. c'est ça. C'est là que les visiteurs demeuraient. Donc, c'était un peu, si vous voulez, la version qu'on avait à ce moment-là. Et ça a duré dans les années 50, 60, mais peu à peu, on a perdu le goût de ces choses-là. Les gens ont préféré s'acheter différents chalets. Et on a quand même gardé la maison. Et ici, la maison est presque été toujours dans les mains de la même famille, la famille Campbell. Et Encore aujourd'hui? encore aujourd'hui, c'est dans les mains des descendants. Et on l'a restauré. C'est sûr que, vous allez me dire, c'était peut-être pas tout à fait comme ça autrefois, mais l'important était là. L'important, et au moins, on a eu quelque chose d'important. On a conservé une partie importante du patrimoine anglophone des Laurentides, du patrimoine de Morin-Heights, qui est aujourd'hui Morin-Heights. Dans Morin-Heights, Michel, il y a un petit secteur qu'on appelle Christyville et on dit que c'est un hameau du temps. C'est quoi exactement un hameau? Bien, un hameau, c'est un endroit où il y avait quelques bâtiments. Et habituellement, dans un hameau, on trouvait une forge. Regardez en arrière de nous, c'est une des plus vieilles forges, des bâtiments, c'est-à-dire qui existent encore dans toute la région. Donc cette forge-là était littéralement témoin de l'histoire de Morin-Heights. C'est témoin d'histoire, parce que vous savez, un forgeron, c'était pas juste avec les chevaux. Non. Il fallait réparer le matériel agricole, fabriquer des chaudrons, etc. C'était comme, vous voulez, comme aujourd'hui, ça c'est comme une machine shop. Bon, excusez l'expression. Bon. Mais pourquoi il y a un forgeron? C'est parce qu'il y avait des gens qui s'installaient ici, pas loin. Il y a la rivière Simon. Par côté, ici, il y avait un barrage. Alors, le barrage, ça amène quoi? Ça amène un moulin à farine, un moulin à bois. Et là, il y a des gens qui s'installent un peu partout autour. Regardez ici, c'est une ancienne ferme. Ça prend un magasin général. Donc, il y avait un magasin général. Donc, il y avait les éléments essentiels. Pour créer un village. Pour créer un village. Mais il en manquait deux. Ouais. Il n'y avait pas d'église, Exact. puis il n'y avait pas d'école. Donc, ici, ça a bien fonctionné, mais quand le train est arrivé, le train a passé à quelques kilomètres ici sur la 364. Quelques kilomètres, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est rien. Mais à l'époque, quelques kilomètres, C'était difficilement, en hiver, c'était pas facile de franchir des kilomètres. mais il y a eu quand même un bureau de poste. Et là, tranquillement, l'agriculture a commencé à décliner. Il a décliné tranquillement, pas trop vite, mais ça a décliné. Et on a même eu un centre de ski. Là, ça a donné un peu... Le ski qui est entre ici et la 364. Le Mont-Christy. Le Mont-Christy, bon. Donc, ça allait aider, mais ça a continué à décliner tranquillement. Le barrage a été démantibulé, le moulin aussi. Et c'est devenu un endroit où maintenant, où les gens demeurent. Donc, c'est un ancien hameau qui aujourd'hui fait partie de la ville de Morin-Heights. Donc, si vous voulez, c'est ça l'histoire. C'est que tranquillement, ça évolue. Mais vous savez, le train, souvent, ça a donné naissance à des villages, mais ici, le train n'a pas permis. En fait, Christyville fait maintenant partie intégrante de Morin-Heights. Oui. C'est un secteur, il a quand même gardé son nom. Oui. On identifie encore ce secteur-là. Une dans chose Christyville. importante aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que Christyville, c'est à la limite avec Saint-Sauveur. Donc, il y a eu des anglophones qui sont installés ici, mais il y a eu aussi des francophones. D'ailleurs, le premier constructeur du barrage, c'était un francophone. Donc, vous avez eu ici un mélange plus entre les différentes personnes de différents langages, de différentes langues, de différentes nationalités. Alors voilà.
Depuis le début de l'émission, Michel, on voit que Morin Heights était dans le temps très agricole. Mais à un moment donné, à la fin du 19e siècle, il y a le train qui est arrivé ici. Il passe exactement à cet endroit-ci. Et là, ça a amené tout un développement. Développement économique, développement touristique également. Ça a amené aussi beaucoup de skieurs. Oui. Bon, là, les skieurs sont trouvés ici, ça allait bien. Vous savez, autour, c'est pas mal beaucoup de collines. Fait que le ski de fond, au point de départ, ça a été intéressant. Et c'était tellement intéressant. Vous savez qu'en 1927, on a créé les trains de neige. Tout le monde pense que le train de neige, c'est celui qui allait... Le premier, c'est celui qui allait vers Sainte-Agathe. Non! Le premier, c'est celui qui venait à Morin Heights. Ah oui! Parce que c'était le CN qui s'en venait ici. Et puis, l'autre côté, ils ont copié. Donc, au début, on arrive ici, donc, à partir de 27, le ski de fond. Mais en 31, on a inventé le rope-tout, le monte-pente. Le ski alpin. Le ski alpin, aux grandes dames de Jack Rabbit. Bon, donc, on l'invente. Et dès très tôt, on aura des remontes-pentes ici. Par exemple, à côté, il y a le mont Bellevue. Alors, le mont Bellevue, non seulement il y avait un monte-pente, mais il y avait des sauts aussi. Et autour de Morin Heights, on a trouvé qu'il y a à peu près de 10 à 12 centres de ski alpin qui ont existé. Quand même, hein? C'est beaucoup. Mais en même temps, vous savez, bien, le ski de fond a fait une petite débarque, comme on dit. Il était moins populaire. Moins populaire. Donc, on trouve ceci. Et le mont Bellevue, c'est devenu à un moment donné synonyme. Donc, quand on parlait de Morin Heights, on parlait du mont Bellevue. Mais dans les années 70, bien là, le ski de fond a commencé. Et ce qui a aidé Morin Heights, c'est qu'un des plus vieux clubs de ski au Québec, le Viking Club, qui a été fondé par des Scandinaves, bien entendu, qui a commencé un peu plus au sud, il est allé à Clissyville, puis il est venu s'installer au mont Bellevue. Et au mont Bellevue, c'est là qu'on a encore développé des sauts, parce que eux, le Viking Club, ils étaient surtout spécialistes des sauts et du ski de fond. Mais à un moment donné, ils ont abandonné les sauts, ils ont acheté un domaine, au bout de le chemin Jackson, un grand territoire de ski de fond. Et puis, depuis ce temps-là, Morin Heights est devenue très importante au niveau du ski de fond. Tellement importante qu'actuellement, ils sont en liste pour accueillir les championnats canadiens de ski de fond. C'est encore dans l'ADN de Morin Heights. Ça fait partie de l'ADN de Morin Heights. Et il y a encore au moins une très belle montagne en ski alpin, mais c'est important maintenant à Morin Heights, le ski alpin, le ski de fond. Et l'histoire continue. Et Michel, avec l'arrivée des trains de neige, les skieurs qui venaient profiter des richesses naturelles de Morin Heights, est-ce qu'ils repartaient en ville le soir même? Bien, écoutez, il y en a. Parce que le train de neige, mais écoutez, il y en avait, mais il y en avait qui aimaient bien ça passer le week-end. Donc, il y avait un hôtel ici qui a été fondé, qui était déjà fondé, mais qui était l'hôtel Bellevue. Oui. Mais auparavant, ça avait été une maison de famille. C'était une auberge et c'était les Bessler, des Suites, qui avaient fondé cet hôtel-là. Alors, l'hôtel Bellevue, c'est devenu très, très connu. Et vous imaginez l'hôtel à côté, le mont à côté, et ensuite, on peut faire du ski de fond. C'était un endroit idéal. Oui, on dit même qu'au Québec, quand on parlait de Morin Heights, on parlait de l'hôtel Bellevue. Ah ben oui, l'hôtel Bellevue. Indissociable. L'hôtel Bellevue, c'était aussi connu que le petit canot dans la région de Sainte-Adèle, Mont-Roland. Vous savez, il y avait des places là, qu'on connaissait très bien. Bon, donc, l'hôtel, mais il n'y a pas juste l'hôtel Belleville. Bellevue. Bellevue, il n'y a pas uniquement ça. Il y a eu beaucoup d'autres auberges. Et il y avait aussi, ici, c'était reconnu, il y avait beaucoup de pensions de famille. Beaucoup de pensions. Et les gens venaient d'année en année à cette pension de famille. Tout ça, mais quand, encore une fois, quand l'automobile est arrivée, toutes ces choses-là, tranquillement, ont perdu de leur importance et les gens ont fait ici comme ailleurs, se construire un chalet ou louer un chalet, après ça une résidence secondaire. Puis maintenant, pour plusieurs, c'est une résidence permanente qui existe. Alors, ce qui fait que la population de Morin Heights, il y a beaucoup de gens qui voyagent à Montréal à tous les jours pour travailler.
Ah, voilà. La population a beaucoup augmenté aussi. Ah, la population a augmenté. Et ce qu'on nous a dit aussi, c'est que maintenant, la proportion entre francophones et anglophones est beaucoup plus égale qu'elle était autrefois. Et on pense même que les francophones, à un moment donné, vont être plus nombreux que les anglophones, qui, je répète, Morin Heights, c'était une enclave anglophone. Donc, bien, ça prouve. Et on me dit, oh oui, une chose importante, j'ai oublié de vous dire, c'est que depuis quelques années, depuis une trentaine d'années, c'est l'alternance, un maire francophone et un maire, un maire anglophone. Donc, ça prouve, si vous voulez, qu'il y a quand même... Une belle cohabitation. Une belle cohabitation entre les uns, avec les uns, avec les autres. Et ici, en ce moment, le train n'y est plus. Mais c'est toujours utilisé, hein? Oui, maintenant, c'est utilisé. Voyez-vous ici, là, l'été, c'est le vélo. Le vélo et la marche à pied. Mais le vélo ici, je l'ai fait une fois, 2 fois cette piste-là. Vous savez, c'est pas toujours facile. Et l'hiver, qu'est-ce que ça devient? Le ski de fond. Le ski de fond, naturellement. Le ski de fond. Donc, c'est une utilisation très importante de cette ancienne emprise de chemin de fer. Mais il y a des nostalgiques qui disent, écoutez, si on n'avait pas enlevé le train, à l'époque, ça prenait 2 heures à venir de Montréal. Aujourd'hui, ça prend au moins la même chose. Mais en tout cas, de façon ou d'une autre, contentons-nous, nous avons avec la piste du train du Nord puis le corridor aérobique, 2 des plus belles pistes de vélo qu'on peut trouver au Québec. Absolument. Une autre particularité, Michel, à Morin Heights, c'est que sur la rue principale, au centre du village, on retrouve pas moins de 3 églises. Oui, c'est une particularité, non, de la MRC. Oui, c'est vrai. La rue principale, 3 églises. Il y a l'église United Church, il y a l'église anglicane et il y a une église évangéliste. Donc, ça nous montre, si vous voulez, des disparités de culte des gens qui existaient ici. Puis vous remarquez, il y a eu une église catholique, mais elle n'était pas sur la rue principale. Je pense que c'est le seul endroit dans les Laurentides où il n'y a pas une église catholique sur la rue principale. Bon, en tout cas, pour venir donc à nos églises, celle-là ici avait passé au feu. Et puis, c'est une église méthodiste, je crois, au point de départ. Et puis, elle a continué, par contre, à changer de domination. Un peu plus loin, vous avez aussi le cimetière. Alors, sur la même rue, l'église triomphante, c'est-à-dire que ceux qui vont à l'église, puis l'église des mourants, ceux qui sont enterrés. Donc, on a tout ça sur la même rue. Au cœur du village. Au cœur du village. Et juste à côté, c'est la bibliothèque qu'on retrouve aujourd'hui. Mais il y a quelques années, c'était l'hôtel de ville de Morin Heights qui était dans ce bâtiment. Oui, 1950 qu'on a changé le nom de Morin Flats pour Morin Heights. Bon, et finalement, oui, c'était l'hôtel, et plus que l'hôtel de ville. Regardez la tour qui est en arrière. Oui. Mais la tour, ça servait à sécher les boyaux de pompiers. Oui, parce que les postes de pompiers, le pompier était toujours jumelé à l'hôtel de ville. Voilà. C'était dans le même bâtiment. Voilà. Et quand on demande aux gens à quoi ça servait, ce tour-là, la plupart du temps, c'était pour voir le feu. Mais non, c'était pas pour voir le feu. Quand le feu était fini, qu'on faisait qu'on fallait enlever l'eau, donc on les suspendait. Et les boyaux pouvaient être servis une autre fois. Ah oui. Et il y a aussi une institution ici, à Morin Heights. C'est le fameux Mickey's, qui est anciennement un magasin général. Ben oui. Aujourd'hui, bon, il a été complètement démoli il y a quelques années. Il n'est pas très loin. Non, il n'est pas très lointaine, mais ça a quand même une importance. Oui, bien, c'était comme un magasin général dans plusieurs localités. C'est l'endroit où les gens se rencontraient. C'était là que les gens discutaient. Et c'est là que les gens se changeaient des fois, ce qu'on appelait des légendes urbaines, etc. Mais c'est quand même c'était une institution ici à Morin Heights. Quand on marche sur la rue Watchern, on a littéralement l'impression de se transporter dans le temps. Il y a plusieurs belles maisons qui datent de plusieurs années. Ben oui, même la rue, le nom de la rue, Watchern. Watchern est un des pionniers de Morin Heights. Et non seulement il y a Watchern, mais ici, le bâtiment qu'on voit en arrière de nous, qui est en pierre, là, ça, c'était la maison du moulin. On s'est nommé Newton, qui est un autre des premiers
pionniers de Moronite qui avaient construit un moulin et une dame qui était plus basse sur la rivière à Simon. On voit là, ici, dans le fond, si on n'avait pas les fils électriques, nous, on pourrait dire que nous sommes revenus dans le passé. Et cette maison-là, en fait, un moulin, c'était majeur au cœur d'un village, hein? C'était un élément majeur au même titre que le magasin général, au même titre que l'église ou les églises ici. Donc, l'école, c'était des éléments de base de tout village. Il y a quelques années, Michel, en fait, il y a 2 ans ou 3, il y a un bâtiment ici à Moronite qui est incendié et on ne peut pas ne pas en parler parce que le studio d'André Perry a contribué à la renommée internationale de Moronite. Très international. Il faut dire que ça n'a pas commencé ici pour commencer. Le studio Perry, quand vous savez, pour vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, en 69, quand John Lennon est venu avec Yoko Ono, faire un bed-in. Non, je m'en souviens pas, Michel, j'étais pas née. Bon. Donc, ils ont fait un bed-in au Queen Elizabeth. Et c'est là qu'ils ont créé la chanson Give a Chance to Peace. Give Peace a Chance. Ah, Give Peace a Chance. Même si je ne suis pas là, vous le savez. Mais je connais la musique. Ah, ben moi, je suis bon. Bon. Et c'est le studio Perry qui avait enregistré et qui l'ont monté à leur studio, qui était à ce moment-là, ça Rive-Sud. Mais là, leur nom s'est fait. Et quelques années plus tard, je crois que c'est en 1976, ils sont installés ici, avec tout l'équipement extraordinaire, le meilleur équipement, avec un petit lac à côté, le lac. Et c'est un endroit tranquille où les artistes pouvaient venir s'inspirer. À peu près la plupart des grands artistes, Keith Richards, Bowie, Corey Starr, Corey Hart, puis même je pense que c'est Casey Stevens qui avait passé plusieurs mois ici. Et même le Français, Julien Clerc. Oui. Il y a eu des groupes, les Bee Gees. Rush. Police. De Police, absolument, oui. Hein? Bon, je commence à en avoir un peu. Bon, donc, tous ces groupes-là sont venus. Il y a aussi des gens du Québec, Charlebois, Dubois, Nanette Workman, excusez, Carole Laure, et même des gens de la région, les sœurs McCarrigal, qui est restée à Saint-Sauveur. Donc, c'est devenu une place internationale. Mais il faut dire que les artistes, souvent, passaient plus qu'une journée à enregistrer. Donc, ils vivaient à Moronite. Oui, puis il y avait des petits chalets ici, hein, pas loin autour du lac, pour héberger les artistes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, donc c'est devenu, ça a fait la réputation de Moronite comme ville nationale de musique. Et même à un moment donné, il y a eu un concours pour trouver la ville la plus musicale au Canada. Oui. Ils ont malheureusement, ils ont fini deuxième. Oui, il y a quelques années de ça. Là, il y a quelques années de ça. Je me souviens. Mais ce qui est arrivé, c'est que tout à coup, le feu a pris. Et puis, bien, le studio était plus... On va faire une chose, par contre, avant. Il ne faut pas que j'oublie ça. À un moment donné, ils ont été à la bourse. Oui. Et j'avais acheté des parts, moi. Ah oui? Bien, j'ai perdu tout mon argent. Parce que le studio a fermé au début des années 90. Oui, c'est ça. On prenait un risque à la bourse. Mais c'est quand même... Juste pour vous montrer, quand on est rendu à la bourse, disons, c'était un studio qui est très connu. On ne disait plus Studio Perry, on disait le studio. Le studio, ça veut dire c'était le vrai studio qui existait au Québec puis au Canada. Et même encore aujourd'hui, on se promène dans Moronite, on sent toujours qu'il y a cette terre artistique-là. Tu sais, il y a une renommée pour Moronite. On dit à Moronite, c'est très... Il y a des artistes, il y a de la musique partout, il y a des festivals reliés à la musique encore aujourd'hui. Oui, même il y a un studio, il y a d'autres studios qui sont nés, un studio Newton en particulier qui enregistre ici. C'est pas uniquement... Non. Perry a laissé, si vous voulez, des traces à Moronite. Absolument. Aujourd'hui, la technologie a évolué, c'est autre chose, mais il y a plusieurs studios d'enregistrement dans la région. Voilà. Michel, quand les artistes venaient séjourner à Moronite, ils restaient tout près du studio. On le sait, on l'a dit tantôt, c'était le lac originalement Catari.
C'est ça, qui a bien sûr. été rebaptisé quelques années plus tard le lac Perry. Voilà. Il porte toujours le même nom. Mais à un moment donné, ces artistes-là, ils avaient besoin d'être divertis, de changer les idées, et ils sortaient en ville. Ou Oui. ils venaient au village. Oui, Et oui. c'était ici que ça se passait, aux Commons, ou ce Oui. qui en reste du moins. Ce qui en reste. Il faut dire que le Commons, là, je dois dire quelque chose qu'avant. Vous savez, à un moment donné, c'était la prohibition. Puis chaque village devait voter s'il continuait la prohibition, c'est-à-dire où il arrêtait. Ici, on avait voté à 5 voix qu'il n'y avait plus de prohibition. Ça veut dire, dès le lendemain matin, je vous ai garanti, semble-t-il, ils s'en vendaient de la boisson. Oui, c'est ça, la prohibition qui a eu lieu ici à Morin-Nice de 1921 à 1936, 38, Oui. on voit à la fin des années 30. Fait que le Commons, entre-temps, le Commons s'est installé. Mais le Commons, même avant qu'il y ait de la musique, là, vous savez, même des musiciens, il y avait des gens qui faisaient du ski et puis qui venaient au Commons. Et à la fin de la soirée, ils s'en allaient glisser en toboggan sur le mont Bellevue, qui est juste à côté. Mais quand les artistes sont arrivés, semble-t-il, il y en avait beaucoup qui venaient se désaltérer, n'est-ce pas? Puis sans doute flirter avec les jolies filles. Et puis peut-être jouer un petit morceau de musique, etc. Donc, c'était devenu un lieu de rassemblement. Un lieu où on pouvait échanger. Mais il n'y avait pas juste celui-là. Ici, c'était plutôt les artistes de type rock. Ouais. Tandis qu'il y avait la Rose Cantine. Oui. Rose's Canteen. Ah, excusez, je ne l'ai jamais. Bon, qui était sur la rue principale. Et là, c'était du folklore. Ouais. Donc, là, c'était du folklore. Et on dit souvent que quelques artistes qui étaient ici, ils allaient là-bas. Mais il y a des rumeurs qui disent que quelquefois, dans les escaliers, il y en avait quelques-uns qui étaient profondément endormis. Non. Oh là là! Mais tout ça pour dire que à Moronite, oui, on faisait de la musique. Oui, on faisait de la musique sérieuse. Oui, c'était la quiétude. Mais les nuits de Moronite, il y a eu les nuits de Montréal, mais que je chantais. Bon, Les nuits de Morin-Night, c'était tout les nuits de aussi Montréal, agité. les nuits de Moronite étaient peut-être chaudes, même en hiver. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.